Salut à tous les amis et bienvenue pour un nouveau podcast du club panam.fr désormais. Merci d'être avec nous pour une belle soirée d'analyse et de football et de PSG. Je suis avec mon équipe du soir, mes élites de l'analyse footballistique. Basto, bonsoir. Bonsoir à tous. Drayas, comment vas-tu? Ça va très bien et toi, Jimmy? Mais très bien. Et l'éminent, l'unique Olivier M. Olivier, comment ça va? Tout va très bien, merci. Alors ce soir, on va analyser deux victoires. Ça fait plaisir, les victoires de la semaine dernière, celle contre Guingamp, 4-2 en 16e de finale de Coupe de France, et celle en championnat contre Montpellier, samedi après-midi. On va commencer tout de suite par le match de Coupe de France. Le PSG s'est donc imposé 4-2 grâce à des buts de Rabiot, Pastore et Marquinhos, ainsi qu'à un but contre son camp de Lucado. Guingamp, eux, ont marqué 2 buts sur penalty. Pauvre Kevin Trapp. On va analyser ça ensemble. Ma question pour vous, mes amis, quels ont été les points forts du PSG durant ce match de Coupe de France contre Guingamp? Basto. Déjà, la facilité à se créer moult occasions, puisqu'on a cassé les lignes de Guingamp en continu sur ce match et on a été dangereux de la première à la 90e, même s'il y avait un certain manque d'efficacité. C'est notamment dû au nombre de joueurs qui avaient le talent dans cette équipe pour se placer entre les lignes. Je pense à Lo Celso, Pastore ou Draxler. J'ai aussi envie de citer le milieu, mais pris au cas par cas individuellement, puisque collectivement c'était une autre paire de manches. Puis enfin les coups de pied arrêtés, puisqu'on marque 3 de nos 4 buts sur coups de pied arrêtés. Les coups de pied arrêtés offensifs. Voilà, au point fort. Merci à toi, Basto. Olivier, est-ce que tu es d'accord avec Basto? Oui, tout à fait d'accord avec Basto. Je rajouterais que ce que j'ai apprécié, c'était la qualification en huitième de finale. Le Paris Saint-Germain continue sa route dans les 4 compétitions dans lesquelles il est engagé et il signe une 20e victoire consécutive en Coupe de France, égalant un vieux record, déjà parisien puisqu'il appartenait au Red Star dans les années 20. Même sans être transcendant, bon, il a passé ce nouveau tour sans trembler, et cela malgré l'absence de ses deux joyaux d'attaque et de son milieu le plus inventif, Marco Verratti. Donc c'est un Paris Saint-Germain toujours aussi solide face aux équipes moyennes de Ligue 1, notamment à domicile. Cette année, le Parc est une forteresse imprenable avec que des victoires, toutes compétitions confondues. J'ai bien aimé aussi les deux bonnes rentrées de Draxler et Pastore qu'on avait trouvées plutôt tristounets les matchs précédents. Je soulignerai comme Basto la remarquable efficacité sur coup de pied arrêté. Trois des 4 buts ont été obtenus sur ces phases. Et là, il faut saluer la qualité de tireur au pied gauche magique de Di Maria. Et puis, j'aimerais donner un petit coup de chapeau à l'équipe de Guingamp, qui n'a jamais cherché à fermer le jeu. Elle était bien organisée. Elle a développé des contre-attaques dès qu'elle a pu. Malheureusement, elle était trop limitée techniquement pour inquiéter vraiment un PSG même moyen. Décidément, notre Antoine, fait toujours bien jouer ses équipes. Merci à toi, Olivier. Et puis comme tu étais là à cette époque, je te propose que plus tard, on fasse un podcast sur le Red Star des années 20. Qu'est-ce que tu en penses? Le reste des années 20, oui, j'étais en barboteuse à cette époque-là, mais c'est vrai que c'était une très belle équipe. Merci à toi, Olivier. Drayas. Comme l'a dit Olivier, j'ai notre équipe, le côté jouer à domicile de notre équipe, on semble imbattable chez nous. Et beaucoup de choses ont été dites. Je me rajouterai juste une chose. J'ai apprécié le fait que j'ai vu le premier défenseur d'un défenseur de la charnière centrale. Et c'était quelque chose qui me manquait, qui était une de nos forces de l'année dernière. Et enfin, Marquinhos a mis son but. Merci à toi, Drayas. Merci pour cette analyse. Du coup, on va passer aux points faibles de ce PSG. Olivier, qu'est-ce qui ont été les points faibles du PSG selon toi? J'ai eu du mal à comprendre le positionnement de certains joueurs qui m'ont semblé être utilisés un peu à contre-emploi, avec Pastore qui était exilé sur le flanc gauche alors qu'on sait qu'il est bien meilleur dans l'axe, et Draxler qui était dans l'axe à droite alors qu'on sait que son poste de prédilection, c'est plutôt le côté gauche. Donc j'ai pas très bien compris l'organisation d'Emery sur ce début de match. Et manifestement, ça ne fonctionnait pas bien puisque, comme très souvent, il est revenu à une organisation plus rationnelle à la mi-temps. Alors, est-ce que c'est lui qui s'en rend compte ou est-ce que c'est les joueurs qui le lui font comprendre? Ça reste la question qui durera jusqu'à la fin de la saison. J'ai aussi déploré le manque d'efficacité offensive et défensive. Et là, surtout en raison de défaillances individuelles. Cavani devant, on le reverra à la recherche de son record, à continuer à rater beaucoup d'occasions, comme il le faisait les matchs précédents.
Il y a 2 pénaltys concédés, c'est à nouveau euh, déplorable sur le plan de l'efficacité défensive. Et c'est beaucoup trop pour une équipe du standing de Paris face à des adversaires, certes courageux, mais tellement limités. Et puis ce que j'ai déploré, et là je voudrais pas charger Emery parce que je pense qu'il fait pas ce qu'il veut dans cette affaire-là, c'est qu'on n'ait même pas accordé quelques minutes de jeu à Lucas alors qu'on l'a fait chauffer pendant 30 minutes. Quoi qu'on pense du Brésilien, son histoire avec le club, comme son état d'esprit, irréprochable, méritait à mon avis un autre traitement. Ah, parce que tu penses, toi, que Emery n'a aucun mot à dire sur les rentrées ou non de Lucas? Non, je pense qu'Emery n'a pas grand-chose à dire sur les joueurs auxquels on veut mettre la pression pour qu'ils s'en aillent. Hein, c'est le cas bon, pour Ben Arfa, là il est consentant, mais pour Lucas, je pense que Lucas a été mis sur la touche volontairement, et ça c'est la méthode Enrique, de façon à ce qu'il puisse comprendre que sa place n'était plus au club, et je crois qu'Emery n'a pas eu grand-chose à dire là-dessus. D'accord, merci à toi pour la clarification. Et Dieu bénisse Antero Henrique Drayas. Quels sont pour toi les points faibles du PSG dans le match contre Guingamp? J'ai commencé par plus soyer ce qu'a dit Olivier. Lucas est un joueur qui a toujours été respectueux envers le club. Une sortie un petit peu plus respectueuse n'aurait pas été de trop. Moi, je vais déplorer le manque qui apparaît entre le milieu et l'attaque, des difficultés de transmission et aussi des problèmes de positionnement. On a vu, c'était sur ce match, oui, on a vu un 6 qui est absent, qui avec l'axe qui était vraiment ouvert, ce qui a permis quelques contre-attaques qui ont parfois été gênantes et des problèmes de positionnement. Mais je reviendrai plus en avant dessus plus tard. Ok, merci à toi Drayas. Basto, est-ce que tu es d'accord avec ton compère? Je suis d'accord avec mes compères, notamment sur la disposition lisible sur le terrain, mais contrairement à Olivier, j'ai pas vu Pastore à gauche ou Draxler à droite. En fait, je sais pas où il jouait. J'étais incapable de le dire en première mi-temps. C'est pas embêtant quand c'est cohérent et quand ça permute, mais là, il y avait une désorganisation et pas d'équilibre dans ce déséquilibre. Vous voyez Draxler, Pastore totalement isolé. J'ai trouvé ça aussi bizarre que le jeu soit clairement une sentinelle avec Rabiot clairement devant lui. Moi, j'aimais bien quand les deux, on avait le fameux double pivot avec un joueur plus libre devant. Là, on contente vraiment de jouer un rôle de 6. Et j'ai pas aimé la fébrilité défensive, surtout des latéraux. Que ce soit Yuri qui n'a pas fait un gros match ou Meunier qui a été souvent dépassé et qui offre un penalty. Par contre, sur Lucas, vu que je suis un homme sans cœur, je me dis qu'il ne soit pas rentré. Merci à toi. Basto. Drayas, je sens que tu as envie de rebondir. T'as pas rebondi tout à l'heure, là je sens que t'es chaud. Exactement. Allez, sur le milieu, je veux juste apporter une précision par rapport à Basto qui était très juste. Le constat de la première mi-temps avec un Rabiot qui était trop devant et un Lo Celso qui était trop derrière. Plutôt que d'avoir une répartition des rôles et de temps en temps un qui est derrière, de temps en temps l'autre qui est derrière. On a vu ce rééquilibrage en deux. C'est-à-dire qu'on voyait beaucoup plus souvent Rabiot qui était derrière et Lo Celso qui était devant. Et on peut en déduire que c'est pas forcément les consignes d'Emery et l'intention d'Emery et que Emery a dû faire un recadrage de la Rabiot à la mi-temps. Si je peux rajouter un truc à ça, dans l'interview d'Emery aujourd'hui, dans la conférence de pré-match, il dit que Rabiot avant a joué 6 et que maintenant il a clairement positionné 8. Donc je pense que c'est quand même une consigne. Ouais, mais paradoxalement, quand tu vois sur la deuxième mi-temps, il y a clairement un changement entre la première mi-temps et la deuxième mi-temps et tu sens vraiment que ce qui était vraiment le cas, c'était Rabiot tout le temps devant par rapport à Gio en première mi-temps, n'était plus vraiment en deuxième mi-temps. Ouais, oui, mais là, je pense que moi, j'ai aussi lu avec intérêt cette interview d'Emery, et on sent que pour lui, c'est clair, il veut jouer avec un milieu à sentinelle. Alors, il n'a pas de sentinelle sous la main actuellement, hors que Lo Celso, qu'il a repositionné un peu par la force des choses dans cette position-là, et j'ai trouvé la disposition contre Guingamp qui se rapprochait plus d'un 4-1-4-1 avec Lo Celso vraiment en point de basse, devant un milieu, et c'est plutôt le positionnement des hommes dans ce milieu qui m'a gêné que le dispositif tactique général. Moi, ça me déplaît pas de voir un joueur sur le côté, un autre de l'autre côté, et puis 2 milieux un peu plus en piston. Mais j'aurais pas mis les joueurs qu'il a mis en première mi-temps. Mais je trouve cette disposition intéressante, et je trouve que Lo Celso est en train de prendre de plus en plus d'envergure dans cette disposition-là. Et il sera encore plus efficace quand les deux axiaux seront Verratti et Rabiot. On a bien vu que quand il y avait simplement un des deux, c'était plus difficile pour Lo Celso de tenir la baraque défensivement tout seul. Du coup, mes amis, contre le Real, ça va être ça le milieu.
Ça va être ça, mais c'est l'homme qui va être la pointe basse qui pose problème. Je pense que Rabiot et Verratti ils vont jouer 8, mais qui va être la pointe basse? Bon, Mota, on a l'impression qu'il est un petit peu cuit. Diarra, dans quel état il est véritablement? Moi, je souhaite vraiment qu'on continue à faire confiance à Lo Celso dans ce rôle-là. Alors, à titre personnel, j'ai pas la même tendresse qu'Olivier pour le milieu-là. Moi, j'avais une grande tendresse pour un milieu fait de permutations, avec un joueur qui serait peut-être plus souvent en 6 qu'un autre, mais que le 6 soit occupé par plusieurs joueurs, le rôle de 8 soit occupé par plusieurs joueurs, et le rôle de 10 soit aussi occupé par. Et effectivement, j'ai eu ce fantasme qui est né qui s'est un petit peu au mois de novembre. On avait le milieu Rabiot, Marco, Draxler, puis qui s'est un petit peu confirmé pendant le mois de janvier avec à la place de Draxler, Gio. Et je suis obligé de dire que en fait, c'était pas forcément ce que voulait Emery et qu'on va passer à une solution avec basse. Mais je trouve, contrairement à Olivier, que c'est vraiment se cantonner, parce que si c'est pour mettre Gio en point de basse, un peu à la manière d'un Pirlo, il n'a pas les chiens aboyeurs que Pirlo avait, et il n'a pas eu le talent qu'avait Pirlo pour les transversales. Il est très bon, mais c'est pas forcément Pirlo à ce niveau-là. Et je trouve au contraire qu'il a des qualités en 6 que j'apprécie beaucoup, mais il a aussi d'énormes qualités en 8 que j'aimerais aussi beaucoup voir. Et rentrer dans une logique où on n'a qu'une seule pointe basse avec deux milieux à côté, et avec le recrutement de Lassana Diarra, ça ressemble à du Las, Marco, Rabiot, c'est pas forcément le truc qui m'excite le plus. Les amis, Oui, juste pour. Je peux rajouter un petit truc. Vas-y, fini. Les propos, encore une fois, Unai, pour ceux qui ont raté, a dit en conférence de presse, le choix numéro 1, c'est Mota. Ensuite, il y a Las. Et le choix du moment, vu le contexte, il a dit exactement, aujourd'hui, je vous dirais Gio, vu le contexte. Donc, je pense que ce sera Gio, effectivement, au match aller. Mais après, si Mota revient, ça risque de revenir à un Mota, Rabiot, Marco. Merci à vous, mes amis, pour cette analyse du match et les petits plus que vous nous donnez. Ça fait très plaisir. Moi, je prends beaucoup de plaisir. Je ne savais pas pour cette interview, donc je vous remercie. On va passer au top du match de Guingamp. Je vous autorise 3 tops parce que c'était un match un peu sympathique. Draias, tu commences. Quels sont tes 3 tops du match? Médaille de bronze, médaille d'argent, médaille d'or. On commence par la médaille de bronze. Je vais citer Ravière. Alors, je vais mettre Ravière en médaille d'or parce que il y a d'autres joueurs qui pour moi ont été plus constants sur le match. Ravière, qui pour moi sur ce match a été un diesel qui ne rate plus. Alors ne rate plus, on va voir si le futur va nous donner raison. Mais une chose notable, Ravière, c'est qu'avant il a été beaucoup de prises de risque et beaucoup de ratés. Sur ce match-là, il n'a eu aucun raté. Les prises de risque sont montées au fil des minutes jusqu'à devenir décisives, tranchants, dangereux et franchement bon pour jouer. En médaille d'argent, je vais mettre qui est un prince avec le ballon, même s'il y a eu toutes les remarques que j'ai faites avant sur le positionnement, que j'aimerais le voir moins figé et que j'ai trouvé bien meilleur en deuxième mi-temps et bien plus en première mi-temps. Et en médaille d'or, quelque chose de contrasté, je reviendrai dessus après, c'est Rabiot, qui pour moi était le milieu le plus en vue, mais on reparlera de son placement à la prochaine rubrique. Merci à toi, Draias. Basto, même chose. Alors moi, en médaille de bronze, je mets Draxler, même si encore une fois, il a été critiqué parce qu'on l'a trouvé, ou je ne sais pas quoi, encore une fois, je l'ai trouvé diaboliquement intelligent et efficace avec, que ce soit dans son placement entre les lignes, une fois qu'il est monté en rythme, et que le placement global de l'équipe a été plus lisible, et avec ballon, où je trouve qu'à chaque fois, à chaque touche de balle, il accélère le jeu. Il aussi a eu peu de déchets. En argent, je mets Pastore pour toutes les raisons qu'a dit Seb. Et en plus, je souligne que c'était son retour. Donc, le match de retour, c'est très solide. Et en médaille d'or, je mets Lo Celso, qui pour moi a régné en prince sur la pelouse du parc, malgré son positionnement aussi, dont j'ai parlé tout à l'heure. Il réalise vraiment un grand match, que ce soit dans la récupération, où c'est encore lui qui récupère le plus de ballons sur le terrain, que ce soit par son activité, par ses longues courses pour percer les lignes adverses ou par ses orientations. Merci à toi, Basto. Olivier, même exercice. En médaille de bronze, je mettrais Kimpembe, mais j'aurais tout aussi bien pu citer Marquinhos, tant la paire de défenseurs centraux était très bonne pour moi sur ce match. Kimpembe a fait une très belle prestation de stopper, comme il sait très bien le faire, vigilant, dur sur l'homme, et il est aussi à noter qu'il est bon dans les relances, et même il tente quelques percées qui sont tranchantes. Je crois que cette année, nos 3 défenseurs centraux sont une des très grandes satisfactions de l'effectif. En médaille d'argent, j'ai mis Di Maria, qui est pas toujours parfait dans le jeu, mais qui a été très actif.
et qui surtout a fait admirer la qualité de son pied gauche. Comme je l'ai dit, 3 des 4 buts proviennent de la qualité de ses coups de pied arrêtés, de corner à coup franc. On est dans une bonne période pour l'Argentin depuis la fin de la trêve, qui a su vraiment saisir sa chance en suppléant tour à tour les 3 indiscutables de devant. Ça va être ça son problème, malheureusement, c'est comme je le dis, ils sont indiscutables. Donc pour se faire un trou, il est obligé d'attendre l'indisponibilité de l'un ou de l'autre. Et puis en médaille d'or, comme Basto, je suis épaté par Lo Celso, que je trouve progressant à une très grande vitesse, et il est bon. C'est un match où il n'y a pas beaucoup de difficultés défensives. C'est un petit peu là où ça blesse. Mais sinon, sa capacité à relancer proprement, comme celle de se projeter, est quelque chose qui apporte un vrai plus à l'équipe. Quand on a été un petit peu, à mon avis, handicapé par le positionnement de plus en plus bas de Mota et qui avait tendance à ralentir le jeu. Et je crois que Lo Celso, c'est vraiment un gros plus. Et je pense que son association avec Marco et Rabiot lui permet d'être un peu plus à l'aise, puisqu'il y a cette culture de la couverture mutuelle. Il fait que leur trio est sûrement le meilleur pour moi en ce moment. Et j'espère que l'arrivée de Diarra ne va pas l'arrêter dans sa progression et ne va pas faire retomber l'équipe dans l'organisation, où il ne faut pas oublier qu'elle a toujours échoué les années précédentes lorsque les grands rendez-vous se présentaient devant elle. Ah ouais. Olivier, quand même, il faut quand même dire que la gestion d'Emery du Lo Celso a été excellente. T'es pas d'accord? Si tu regardes la gestion d'Emery, il est toujours à la remorque des événements. Si Mota n'est pas blessé, Draxler ne rentre pas. S'il n'y a pas d'autres disponibilités, Lo Celso ne rentre pas. Donc, pour moi, Emery est plus un entraîneur en réaction que véritablement en anticipation. Mais comme je le dis, en circonstances atténuantes, je pense qu'il n'a pas toutes les cartes en main pour faire exactement ce qu'il veut. En particulier, le positionnement de Rabiot en 8 est quelque chose qui reste une interrogation quand on voit les qualités respectives de nos joueurs. Merci à toi, Olivier Drayas. Di Maria, il est magnifique en ce moment. Di Maria est très 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 bon en ce moment. Sur ce match-là, pour moi, il était top, mais Di Maria est très 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 bon. J'aimerais juste réagir sur la gestion de Lo Celso. Je pense à avoir des doutes, effectivement, liés notamment sur le fait que d'avoir Draxler, pas du tout intentionnel, mais était juste les circonstances de la blessure de Mota. Et je commence à avoir ça sur Emery qui commence à se lever. Par contre, j'aimerais vraiment prendre la défense d'Emery pour la gestion de Giovanni Lo Celso. Je me souviens plus exactement quel match, mais il y a une fois où je me suis dit non, là, il aurait dû le mettre titulaire, mais dans l'ensemble, il l'a fait progresser. C'est de ne pas oublier que c'est un joueur qui, dans le premier temps, tenait dans un match et encore à peine, il n'arrivait pas à finir les entraînements. C'est un joueur qui est très timide, qui a du mal à se montrer, et d'ailleurs, attention à pas trop s'enflammer, il s'est complètement énervé contre Lyon. Donc, il faut rester raisonnable dans les attentes dans le joueur, qui reste un jeune joueur. Et je trouve qu'Emery l'a vraiment amené progressivement. Et je trouve le procès d'Olivier concernant la gestion le procès d'Olivier, excusez-moi, le procès d'Olivier sur Emery concernant la gestion du Lo Celso un petit peu dur, parce que je trouve qu'il a été très bon. Merci à toi, Drayas. Oui, Emery, il a forgé Lo Celso dans l'ombre comme Saruman forgeait les Urukai à l'époque. Merci à vous pour les tops. On va passer au flop. Pareil, médaille de haut croupi, médaille de boue et médaille de caca. Basto, tu commences. Alors, en flop de bronze, je vais mettre... Putain, j'espère que je vais pas être retrouvé d'une balle derrière la tête. Non. Non. Je mets Kevin Trapp. Ah non, c'est bon. J'ai eu peur. Marco ne jouait pas. Donc... Bah oui, c'est pour ça. Je me suis dit, qu'est-ce qu'il va faire? Non, donc ouais, s'il est plus imposant et rassurant qu'Areola, il coûte un penalty. Et j'en ai juste marre de ne pas voir un de nos gardiens réaliser des matchs sans rien à redire derrière. Donc ça me saoule un peu, c'est juste pour ça. C'est dur de le mettre en... Il coûte un penalty, il joue peu, il coûte un penalty. Oui, mais c'est quand, tu parles après, c'est quand qu'on dit qu'un gardien, à la fin d'un match, on a juste rien à redire. Là, t'as quand même à dire il coûte un penalty. Donc ça m'énerve un peu. En flop d'argent, je vais mettre Meunier, qui, s'il a été disponible comme à son habitude, a eu un déchet très important dans ses centres. J'ai notamment le souvenir d'un centre qui passe 10 mètres au-dessus des cages, ce qui est assez rare avec lui. C'est plus un centre à la Kurzawa qui nous a fait là. Et défensivement, surtout, il a énormément souffert pour contenir Coco et Ludovic Blas. Et d'ailleurs, il coûte un penalty sur ce même Ludovic Blas, sur une énième action où il n'a pas le dessus. Donc, il fait vraiment un match très très moyen. Et en flop d'or, on est obligé de mettre Cavani puisqu'il n'a rien réussi. En flop d'or. Moi, j'avais dit médaille de caca, ça fait plus de sens quand même.
Si tu veux, flop d'or, je reste sur mon flop d'or. Merci à toi, Basto. Olivier, est-ce que tu es d'accord avec les flops de ton meilleur ami? Cavani, on est d'accord, parce que là, on sentait qu'il avait été complètement paralysé par cette perspective de battre le record de Zlatan. Il a raté pas moins de 8 occasions nettes ce soir-là, 8e, 15e, 27e, 30e, 54e, 58e, 66e, 76e. C'est quand même, c'est quand même tragique pour un buteur de sa classe. Bon, on verra qu'il s'est rattrapé le dernier match. Et puis, je mettrais dans le même flop Meunier et Berchiche, parce que c'est quand même des joueurs qui là ont la possibilité peut-être de changer de statut, alors qu'Alves a baissé de pied et que malheureusement Kurzawa est aussi mauvais au début de saison qu'il l'est maintenant. Donc ils auraient peut-être une opportunité et ils se sont ingéniés tous les deux à la gâcher. Et je trouve ça vraiment dommage parce que on est quand même très faible sur les arrières latéraux. Merci à toi, Olivier. Je précise quand même que Cavani, son match, il l'a fait exprès pour, avant le record, nous remémorer d'où il vient. À toi de jouer, Drayas. Alors, je vais réagir par rapport à Cavani, par rapport à ce qui vient d'être dit là, et ce qui est par Olivier. Pas oublier qu'un attaquant, ça se joue parfois sur des détails. C'est quelque chose qu'on a quasiment tous les attaquants. Et là, il y avait un énorme détail qui était de devenir le recordman de buteur en France. Et c'est très excusable, même si effectivement, c'était aussi mon flop de caca. En France, Non, de manière générale. PSG, absolument. En France, Ah oui, le record de but, ouais, pardon, record de but du PSG. Par contre, flop en accroupi, alors Meunier, je le garde au prochain match. J'ai nommé Berchiche, qui terrible à dire parce qu'il n'est pas si mauvais, mais c'est le plus mauvais du match. Plus mauvais sur le terrain. Sinon, je vais aussi avoir, alors je me souviens plus après, Opi et Kaka, C'était de la boue. Ah voilà, mon flop de boue, ça va être de la même manière que je l'avais mis en top d'or, ben écoute, il est temps qu'il accepte ce rôle de 6, qu'il se retrouve à jouer 6-8, et c'est ce rôle, il est à la fois 6 et à la fois 8, qui exploite parfaitement ses qualités. Il n'est pas assez bon 6 pour être pur 6, il n'est pas assez bon pour être pur 8, mais quand il peut être les deux, il est peut-être le meilleur joueur. Et il a passé toute la première mi-temps à ne jamais redescendre, à ne jamais Gio, et c'était désespérant. Merci à vous, mes amis. On clôt sur ce match de Coupe de France. Je rappelle PSG 4-2 contre Guingamp. Et on passe à un autre match. Samedi, le PSG a encore marqué 4 buts, mais il n'en a encaissé aucun. Face à la meilleure, soi-disant, défense de Ligue 1, Montpellier. Cavani a ouvert la marque et puis ensuite Neymar nous a inscrit 2 beaux buts et un autre qui a été refusé pour un contrôle du pénis. Et enfin, Di Maria a aussi marqué son petit but. C'était un match très sympathique, mes amis. Quels ont été les points forts de ce PSG pour vous, Olivier? Oui, c'était pas la soi-disant meilleure défense, c'était vraiment la meilleure défense. Et c'est une équipe, Montpellier, bah déjà c'est la première qui nous a fait trébucher cette année. Bon, c'est aidé par un terrain un peu déplorable, mais on sent que c'est une équipe qui peut poser des problèmes. Et on a posé à tous les gros du championnat. Donc moi j'étais quand même satisfait qu'on prenne la revanche sur ce club, d'autant que les déclarations d'avant-match nous promettaient une épreuve de force, qui a d'ailleurs un peu touché Neymar en particulier. Mais bon, comme toutes les autres équipes au parc cette année, bah, elle est passée à la trappe et avec un clean sheet, c'est bien parce que c'est pas si fréquent cette saison. Ce que j'ai aimé aussi, c'est à nouveau le positionnement de l'équipe. Moi, j'aime bien Lo Celso dans cette position-là où face à des équipes de ce niveau-là, il n'a pas trop de travail défensif à faire. Et je trouve que ça a bien fonctionné avec les autres devant lui. Et ce que j'ai aimé, bien entendu, c'est le record de Cavani. Voilà, on est débarrassé. Il va avoir, je l'espère, l'esprit libéré. Il était temps que ça se fasse. Tant mieux pour lui, tant mieux pour nous. Et maintenant, au boulot pour en marquer d'autres, parce que c'est ça qu'on attend de lui. Merci à toi, Olivier Drayas. Oh, je ne peux pas ne pas comment réagir à quelque chose que vient de dire Olivier. On n'est pas débarrassé du Cavani. On est satisfait de ce record qu'il a fêté dans les grandes largesses. Et c'était oui. Et donc on n'est pas enfin débarrassé, on est content. Oui, ce que j'ai aimé, c'est l'efficacité retrouvée, c'est notre létalité à domicile. Et j'ai trouvé que, comme Olivier, qu'il y avait du mieux
effectivement dans l'organisation du milieu, mais parce que l'équipe adverse, Montpellier, même menée, passait ses 45 minutes, aucun risque. Merci à toi, Drayas Basto. Déjà souligner que Montpellier est maintenant l'ex-meilleure défense de France, puisqu'en leur mettant 4 buts, on passe meilleure défense. Moi, j'ai aimé la capacité à se créer des occasions contre les blocs bas et les lignes resserrées, et de le faire assez rapidement. Contre Nantes, on avait marqué dans les 10 premières, là c'est encore le cas, et c'est de plus en plus le cas cette année, c'est que contre ce genre d'équipe, on arrive à se rendre les matchs faciles en ouvrant très peu de score. J'ai bien aimé le milieu, même si c'était les mêmes hommes qu'à Guingamp, que j'ai trouvé beaucoup complémentaires et beaucoup filés. Je suis pas si sûr que ce soit dû à l'adversaire, contrairement à Arias, que chacun a rempli plusieurs tâches. Rabiot qui a vraiment alterné entre poste de 6 et projection. Gio qui a créé pas mal d'orientations hautes, mais qui a aussi beaucoup anticipé dans son poste de sentinelle. Et Draxler qui a encore une fois fait un match plutôt intelligent. Et j'ai aussi aimé le trio d'attaque qui a excellé, que ce soit dans la finition ou dans le jeu. Merci à toi, Basto. Merci à vous, mes amis. On va passer aux points faibles de ce PSG, si vous en avez. Drayas, quels ont été tes points faibles de ce PSG? Alors, je vais les dire, mais je vais quand même avec avant sur ce qui était abordé. C'est quand même notable que Montpellier, une fois qu'ils étaient un peu avant la ligne médiane, ils passaient devant, c'était en force très dispersée et c'était beaucoup que Guingamp. Il y avait beaucoup d'intention d'aller vers l'avant. Et à ce moment-là, pour un milieu, c'est beaucoup plus simple parce que grosso merdo, tu as toujours un mec ou deux maximum qui se détachent, mais ça. Oui, bien sûr, Montpellier, c'est une équipe qui a, comme je disais, qui a joué le 0-0. Là-dessus, on est d'accord. Maintenant, dès le départ du match, tu voyais quand même Rabiot qui était beaucoup plus en train d'alterner son jeu et Gio aussi. C'est vrai, mais ça a quand même été facilité par l'adversaire. C'est facilité, mais je suis pas sûr. Ouais. Alors sinon, pour les points de faible, c'est pas tant des points faibles, c'est une interrogation qui commence à poindre. Est-ce que le 7-3, alors est-ce qu'on peut parler de 7-3 comme disposante qu'un sommet face à Marseille? Je pense pas que c'est aussi loin. Mais est-ce que c'est en train de s'installer ou est-ce que ça s'explique par la rotation importante qu'effectue Emery en ce moment? C'est vraiment une question que je me pose parce qu'on voit des Parisiens qui sont relativement dans les deux extrémités du terrain, moins d'efficacité contre Guingamp, contre Guingamp que contre Montpellier. Mais après une période un petit peu de disette, on commence à retrouver cette efficacité. Mais au milieu, il y a toujours une espèce de les choses sont pas claires, les rôles sont pas assez bien définis et ça commence à avoir des difficultés. On a vu d'ailleurs sur ce match certaines séquences de phases de possession basse qui étaient forcément justifiées par le jeu et qui rappelaient un récent et funeste. Heureusement l'équipe. Tu as fini, Drayas? Yes. Parce que ça a coupé un moment, je savais pas si tu avais fini ou c'est moi qui entendais plus. Merci à toi, Drayas, ça me fait plaisir. Basto, quels ont été pour toi les points faibles du PSG contre Montpellier? Pour moi, clairement, les latéraux. Certes, c'est compliqué face à un bloc si bas avec des lignes si resserrées offensivement, mais malgré ça, c'est quand même trop neutre, même si Meunier a un peu plus proposé, puisqu'il crée 2 occasions, dont une qui se transforme en passe décisive pour Di Maria. Mais Meunier a trop disparu sur des trop longues périodes, que ce soit entre la 20e et la 40e et la 60 et la 75e, donc pas assez vu. Et défensivement, Meunier a été très en difficulté, Kurzawa a juste été neutre en fait. Donc pour moi, c'est clairement les latéraux et c'est le seul point faible. Merci à toi, Basto. Olivier, est-ce que tu es d'accord avec tes deux compères? Oui, je suis assez d'accord avec mes deux compères. Et puis moi, ce match-là, il n'y a pas grand-chose que j'ai pas aimé parce que c'était un match tellement dominé que bon, il n'y a pas grand-chose à dire. Moi, c'est plutôt des à côté du match qui m'ont saoulé. La mise en scène bisounours de l'union sans nuage entre Cavani et Neymar, où ils ont surjoué la scène de l'amour fou, où Cavani donne ostensiblement le ballon du penalty à Neymar, les effusions éhontées après les buts de l'un et de l'autre. Une fois de plus, le PSG est aussi lourdingue en communication positive qu'il est nul en communication défensive. Bon, je crois qu'on pouvait faire ça un petit peu plus légèrement. Et puis la deuxième chose où je ne suis pas à l'aise, c'est ce qui se passe autour de Neymar. C'est un joueur qui manifestement est particulièrement visé par ses adversaires, qui n'est pas assez protégé par les arbitres. Le premier jaune est sorti après la 7e faute. Mais d'un autre côté, on dirait qu'il fait tout pour que ça se passe comme ça. Il est dans la provocation permanente, préférant souvent, alors qu'il a éliminé le joueur, revenir vers lui pour en remettre une couche, au risque de se priver d'une passe facile ou de perdre de ballon. On préférait qu'il joue beaucoup plus simple, ce serait beaucoup plus efficace et pour lui et pour le jeu de l'équipe.
et puis son attitude d'agacement permanent, de victime permanente, va se tourner contre lui. On sait très bien comment arbitrent les arbitres français. Ils vont s'agacer de cette situation-là. Je crois qu'il faut régler le problème une fois pour toutes, que les gens se mettent autour de la table et qu'on trouve pour Neymar une façon de fonctionner à la fois des autres et de lui qui lui permettent de donner la pleine expression de son talent, parce qu'on a vu encore lors de ce match la qualité exceptionnelle de ce joueur. Mais qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux dire aux arbitres Non, mais je crois qu'il faut que tout le monde comprenne. Hein, je ne sais pas de quelle façon ça peut se faire. Je suis sûr que un Leonardo aurait été capable peut-être de faire comprendre à Neymar et de faire comprendre à l'environnement que c'est un joueur qui mérite, sinon des avantages, du moins une prise en compte particulière. Sinon, ça va mal se passer toute la saison. Merci à toi, Enfin, Olivier. je le vis comme ça. Hein, je le vis comme ça. Je peux rebondir à ce que dit Olivier. Sur ce Vas-y. que dit Olivier. C'est c'est au-delà de lui donner des avantages. Enfin, il y a un constat à faire. Oui, il y a certaines fautes que Neymar obtient, mais la Ligue est assez physique et Neymar subit plus de fautes qu'il n'en obtient. Et il y a un constat qu'on peut faire, c'est que Neymar, le ratio entre deux cartons jaunes que provoque un joueur chez Neymar est particulièrement faible. Il y a un nombre de fautes incalculable qui se produit avant qu'il provoque un carton jaune chez l'adversaire. Paradoxalement, il a, je crois, reçu plus de cartons. Il a reçu plus de cartons qu'il n'en a. C'est une bonne remarque. Merci à vous, messieurs. On va parler de Cavani un petit peu avant de passer au top et au flop. Parce qu'il est devenu le plus grand buteur de l'histoire du club. C'était pas gagné parce qu'on sait que c'était un joueur qui était assez controversé par ses ratés, par son côté pas people comparé à Ibrahimovic. Mais maintenant c'est fait. Cavani est au sommet. Et je voulais savoir ce que vous en pensiez, messieurs. Est-ce que vous êtes content pour le club, pour Cavani? Est-ce que c'est un joueur que ça vous fait plaisir qu'il dépasse Ibra? Basto, qu'est-ce que t'en penses? Moi, oui, moi, ça me fait plaisir, même si je sais que certains ne seront pas d'accord. Pour moi, il y a une attache émotionnelle qu'il y avait avec Pauletta, et quand Ibra a passé Pauletta, ça m'avait pas fait personnellement plaisir, voire même un peu chier. Et Cavani, j'ai cette même attache émotionnelle que j'avais avec Pedro, et je pense que quand il partirait, je chierais comme un gamin, j'assume. Alors que quand Ibra est parti, je n'ai absolument pas pleuré. Il y a ce côté aussi moqué, dénigré au départ, et qui devient un peu le prince du parc, donc je trouve l'histoire belle, et on en a besoin. Merci à toi, Basto. Olivier, est-ce que tu es d'accord avec Basto? Bah, écoute, on peut pas critiquer un joueur comme Cavani, on peut pas ne pas aimer un joueur comme Cavani par sa générosité. Maintenant, il faut aussi avoir des critères de jugement objectifs. Comment juge-t-on un joueur, et en particulier un attaquant? Sur l'efficacité, il a fallu à Cavani 229 matchs pour marquer 157 buts. Il a fallu à Ibra 180 matchs pour avoir un but de moins. Mais pas le même Ibra, dans poste. ses 100, ah, non mais attends, on les compare, donc il faut bien qu'on les compare. On peut pas dire Cavani bat le record d'Ibra et sans qu'on remette en question les deux types de records. Ou alors effectivement on ne les compare pas. On dit Cavani a un nombre de buts, point barre. Mais pourquoi essayer de se positionner par rapport à Ibra? Donc je reprends mon argumentaire. Sur quoi juge-t-on un attaquant? Sur son efficacité, sur son influence sur le jeu de l'équipe. Ibra, il est non seulement un buteur, mais en 180 matchs, il a fait 54 passes décisives, alors que Cavani, lui, n'en a fait que 22. Et le style de jeu, Ibra, c'est quand même un joueur exceptionnel sur le plan de la gestuelle. Comment une grosse bête comme ça peut avoir une souplesse, une efficacité technique, une grâce, ce que n'aura jamais Cavani. Sur son charisme, on juge aussi un joueur sur son charisme sur et en dehors du terrain. Ibra, là aussi, est largement supérieur. Et enfin, il faut penser à la notoriété que peut apporter un joueur à son club. Et Ibra a fait véritablement franchir au club un palier dans la reconnaissance internationale que Cavani ne lui fera jamais franchir. Donc moi, je refuse ces comparaisons. Je refuse de dire que l'un a battu le record de l'autre. Moi, j'ai aimé ces deux joueurs. Je les ai aimés comme j'ai aimé beaucoup d'autres joueurs du club, essentiellement parce que c'était des joueurs du club. Mais vouloir valoriser Cavani au détriment d'Ibra, ça c'est quelque chose que je me refuse à faire. Mais du coup, Olivier, est-ce que tu préfères Ibra et Cavani ou Basto et Drayas? C'est incomparable là aussi. Merci à toi, Olivier. Drayas, Cavani. Alors, ben, moi j'allais te demander si je pouvais répondre en seulement 4 mots, mais avec ce que vient de dire Olivier, je suis obligé de.
j'allais te répondre initialement Pedro 2.0. Mais vous vous souvenez de ce match, je sais d'ailleurs avec ma mémoire quel est ce match où tu as Cavani qui fait une course de et qui va contre Angers, qui fait un geste défensif, qui continue de courir, qui arrive devant et qui plante, et avec un Stéphane Guy qui était Stéphane Guy, enfin les commentateurs étaient hallucinants, et dire qu'il n'a pas sur le jeu d'équipe, c'est soit être de mauvaise foi, soit ne pas. Il a une influence sur le jeu d'équipe. Ensuite de ça, tu dis à la fois, tu ne veux pas rentrer dans la comparaison, mais tu peux rester pendant longtemps en rentrant dans la comparaison. Rentrons dans la comparaison. Quand Ibra était là, Cavani jouait sur l'aile. C'est tout bête, mais pas son spot de présélection. Il s'est même littéralement sacrifié à cela. Je te renvoie à la récente déclaration d'un personnage que toi tu aimes beaucoup et peut-être un petit peu moins, qui est Laurent Blanc, et ce que Laurent a dit sur Cavani très récemment. C'est quelqu'un qui se sacrifie pour l'équipe, qui est vraiment dans le sens collectif, et lui attribuer que des qualités individuelles, c'est être de mauvaise foi. Et encore une fois, oui, il a mis 40 matchs de plus que Ibra. Aurait-il joué tout le temps devant? Peut-être qu'il en aurait mis moins. Ce qu'on peut constater, et ce à quoi on peut s'arrêter, c'est qu'on a un athlète qui est en train de tutoyer les sommets de son art, et on est tous là à pouvoir profiter. Donc je trouve ça dommage, ces critiques. Je peux rajouter C'est pas des critiques. Ce ne sont pas des critiques. Je m'aperçois que l'on veut à tout prix rayer Ibra des cadres en disant oui, ce joueur n'a pas compté, oui, ce joueur ne m'a jamais ému, oui, ce joueur est déjà oublié. Non, on peut parler de Cavani et d'Ibra comme des joueurs qui ont apporté beaucoup au club. Alors, tu cites cette action de Cavani parce que c'est son style. On peut citer des actions d'Ibra que Cavani ne fera jamais, comme Ibra ne fera jamais ce que fait Cavani. Quelle importance? L'essentiel, c'est que le joueur, avec son potentiel, l'exprime le plus haut possible au service du club. Voilà, je crois que ces deux joueurs ont apporté, avec leur qualité propre, le maximum de ce qu'ils pouvaient donner au club. Et pour moi, c'est de ça dont je leur suis reconnaissant, plus que des records qui peuvent pas être comparés entre des périodes différentes, des équipiers différents, des opposants différents. Les records individuels, pour moi, ça n'a strictement aucune importance en football. C'est le collectif qui compte, et ils ont apporté chacun, avec leur style, beaucoup au collectif, et j'aimerais qu'on se rejoigne dans l'hommage qu'on leur doit à l'un et à l'autre. Si je peux réagir. Vas-y, Basto, Clos. Là, ta réaction est mieux, mais au début, on a l'impression que tu voulais pas rentrer dans le jeu des comparaisons, mais tu mettais que Ibra en avant par rapport à Cavani, ce qui est un peu gênant, je trouve. Ensuite, pour ajouter à ce qu'a dit Dreas, non seulement il a été exilé sur un côté, mais pendant 3 ans, c'est Ibra qui tirait les pénaux, ça fait quand même 30 de différence globalement sur 3 ans. Et si on parle, comme tu dis, l'important c'est pas les stats individuelles, c'est le collectif, et pour moi, c'est beaucoup plus facile de bien jouer collectivement avec un Cavani qu'avec un Ibra. C'est mon avis. Et j'ai besoin de rajouter un petit truc. Je suis, d'une manière générale, par rapport à l'ingratitude envers Ibra, je suis un défenseur d'Ibrahimovic. C'est un joueur que je respecte infiniment pour ce qu'il a apporté, tout ce qu'il a amené au-delà du terrain. Et voilà. Après, avec Cavani, il y a une connexion qui se passe, qui n'a jamais eu lieu avec Ibra, et ça n'est rien à enlever à Ibra que de dire cela. Et voilà, quand Ibra fête quand Ibra fête le fait qu'il a battu le record, et quand Cavani fête le fait qu'il a battu le record, c'est pas la même scène, et on parle juste d'attachement affectif, et ce n'est pas parce que je mets en avant l'attachement affectif que j'ai envers Cavani, et que effectivement le but était plus en train de casser qu'autre chose quand même. On va appeler un chat un chat. Oui. Et voilà, et donc c'est pas parce que je suis pas en train de pour autant diminuer Ibra, je suis juste en train de chanter et de vendre Cavani. Oui, mais on peut avoir un attachement affectif et admirer. C'est deux sentiments qui sont parallèles et qui parfois se rejoignent. Moi, je reste avec une admiration sans borne pour ce que Ibra a montré sur le terrain. Le personnage extérieur, le jeu qu'il jouait, ça c'est un truc pour les médias. Ça, pour moi, ça n'a strictement aucune importance. Ce qui importait, c'est ce qu'il faisait pour l'équipe et le récital des qualités qu'il étalait sur le terrain. Donc, j'ai autant d'amour, peut-être de façon différente, pour l'un et pour l'autre, parce que ce que je te dis, ce qui est important, c'est, avec ses qualités propres, d'exprimer le plus possible sur le terrain. C'est ça qui compte pour moi. Merci à toi, Olivier. On clôt sur cette note d'amour sur le cas Cavani.
Et encore plein de buts. C'est ce qu'on lui souhaite. Et maintenant, on passe au top du match contre Montpellier. Pareil, médaille de bronze, médaille d'argent, médaille d'or. Olivier, tu commences. Alors, j'y vais. Le top, Di Maria, je recite Di Maria parce que je trouve qu'il est dans une très très bonne période depuis la reprise. Encore un but et une inspiration décisive pour le quatrième but. Et pour sa malchance, son jeune opposant arrière latéral, c'était son premier match. Je crois qu'il s'en souviendra toute sa vie parce que Di Maria lui a vraiment mis la misère sur tout ce match. Rabiot, j'étais un peu dubitatif sur cette volonté de Rabiot de refuser d'être un 6. Et je le vois évoluer depuis quelques matchs en 8 et je trouve qu'il a pris de la puissance, il a pris du volume de jeu. On a l'impression qu'il est capable maintenant de jouer coast to coast comme un vrai numéro 8. Il se projette, c'est un passeur décisif sur ce match avec son très bon centre pour le but record de Cavani. Oui, moi je suis de plus en plus séduit par lui et bien entendu je citerai Lo Celso parce que je le trouve de mieux en mieux positionné. Contrairement à sa prétendue moins grande efficacité défensive, il a été le joueur qui a récupéré le plus de ballons dans ce match, 18 matchs, 18 ballons, record du match. Et puis dans l'utilisation du ballon, c'est un régal, la relance courte et longue, les projections, l'élimination. Je le vois prendre de plus en plus d'influence dans cette position-là. Et j'ai hâte de le revoir avec Rabiot et Verratti parce que là, le partage des tâches défensives va lui donner un petit peu plus d'autonomie et de sécurité. Merci à toi, Olivier Drayas. Bronze, argent, or. Un bronze, ça va presque ressembler à conclusion. Bronze, Di Maria, c'était le plus. Il était vraiment et il est très très plaisant à regarder jouer. Rabiot et Lo Celso en argent. Même cause, même effet. Moi, je vois toujours le placement. C'est juste, moi, elles n'ont pas été exploitées par l'adversaire. Mais voilà, effectivement, au niveau de la répartition des tâches, notamment la circulation du ballon, enfin la projection pour Rabiot, les passes pour Lo Celso, c'est très très bon sur ce genre de match. Et en or, je vais mettre Cavani après la célébration qu'il a fait. C'est un or tout en émotion, mais encore une fois, Pedro. Merci à toi, Drayas. Basto. Alors moi, au top de bronze, je vais mettre Kimpembe, puisque pour moi, il a vraiment fait un match complet. Il n'y a pas eu ses sautes de concentration habituelles, pas de faute bête, pas de carton jaune débile. Et ses relances ont été vraiment tranchantes. Il s'est même permis en début de match une transversale de toute beauté. Et puis, il est monté balle au pied qui apporte le surnombre et qui casse le premier rideau. En flop d'argent, je vais mettre le duo Di Maria-Neymar. Di Maria qui a été virevoltant. En top, pardon, j'ai dit flop. Ouais, j'ai l'habitude avec Di Maria. En top d'argent, je mets le duo Di Maria-Neymar. Ouais, donc, Di Maria, oui, qui a été virevoltant, même s'il a eu un peu de déchets, il a réussi énormément de différences. Il marque, il fait aussi un travail impressionnant sur le dernier but pour décaler Cavani. Et puis Neymar, qui sans être non plus extraordinaire, vient mettre 2 buts et qui décale Rabiot sur le premier, donc qui est tout simplement diaboliquement efficace. Et puis pour toutes les raisons qu'a dit Drayas, j'ai par rapport à sa performance en plus qui a été très bonne, plus sa célébration évidemment Cavani. Merci à toi, Basto. Mes amis, on va passer au flop désormais. Bon, vu que c'était un match quand même assez très très correct, je vous donne le droit à 2 flops, du coup flop de boue et flop de caca. Drayas. C'est lequel La boue c'est moins pire que le caca. À la boue, c'est moins pire que le caca. En boue, je vais mettre Meunier alors. Est-ce que c'est dû à sa cheville J'ai l'impression que, alors que tout le monde lui reprochait ses actions défensives, moi je trouvais que Meunier, sans être un grand défenseur, avait une défense intelligente. Et j'ai l'impression que ça s'est fait la malle en 2018. Depuis 2018, effectivement, je le retrouve pas. Et en flop de caca, c'est un peu dur parce qu'il y a du mieux. Il est peut-être à son meilleur niveau, mais c'est Kurzawa, toujours le résident de la rubrique. Va-t-il quitter sa résidence, un de ces quatre? Je sais pas, j'espère, mais bon. Merci à toi, Drayas. Basto, même chose. Alors moi en flop de boue, je vais mettre Marquinhos, qui a fait une rentrée très médiocre en seconde mi-temps, puisqu'il a quasiment raté toutes ses relances. Et en flop, d'ailleurs je trouve le mot flop de bronze bien plus approprié que flop de caca. C'est mon avis. Je vais mettre Meunier encore une fois, je l'avais mis contre, je le remets là.
Il a l'occasion d'enchaîner 2 matchs pour la première fois depuis très longtemps et encore une fois, il fait 2 performances très moyennes. Je l'ai souvent largement défendu sur le plan défensif et là il se fait encore pas mal bouger. Donc j'attends vraiment plus de ce joueur. Merci à vous, mes amis. Olivier, tu me clôt cette rubrique? Oui, rapidement, parce que moi, j'ai vu vraiment aucune contre-performance criante. Même Areola et Kurz ne sont pas beaucoup critiquables sur ce match, c'est dire. Mais il faut dire que c'est pas la défense qui a subi le poids de ce match, donc j'ai pas de mauvaise performance à pointer du doigt. Merci à toi, Olivier. Avant de clore sur ce match, alors que tout aurait pu être magnifique et qu'on aurait pu ne parler que de Cavani et de la victoire, il y a un jeune Pastore qui a voulu aller déclarer ses envies de départ ou non, son manque de temps de jeu aux journalistes. Est-ce que vous comprenez cette déclaration devant la presse? Est-ce que pour vous c'est un geste intelligent plutôt que de garder ça en privé? Basto, qu'est-ce que tu en penses? C'est même pas intelligent en fait ou pas. Pour moi, on lui pose la question, c'est pas lui qui vient devant les médias, on lui pose et il répond juste avec sincérité. C'est un mec qui a jamais triché. Sur le terrain, il est plutôt dans l'attitude, il a souvent été là. En dehors, il est connu comme étant un des mecs les plus aimés, les plus appréciés du groupe, que ce soit les joueurs, le staff, le petit personnel notamment. Je pense que personne ne pourra dire que Kravier est un mauvais gars. Après, je pense qu'on s'en perdu. On s'en perdu. Il y a peut-être son jeu d'agent et c'est pas trop. C'est pas trop. Maintenant, on peut pas l'accuser de mentir quand il dit qu'il veut finir sa carrière au PSG et qu'on lui remet cette phrase à chaque fois. Non, il y a encore un an, quand il disait ça, il disait j'aimerais finir ma carrière, mais on sait jamais avec les circonstances. Et les circonstances, elles sont là maintenant. Pendant 2 ans, il a été blessé. Il sait que pour être titulaire, c'est quasiment foutu. En plus, avec l'arrivée de Las, ça va être le 3e ou 4e choix. Quand tu joues pas pendant 2 ans, au bout d'un moment, tu penses à toi, il a juste envie de retoucher la balle, de rejouer. Il faut qu'il rattrape le temps perdu et on peut pas lui en vouloir de penser un peu à lui. Et il manque pas de respect du tout au PSG dans ses déclarations, vu qu'en plus, il se met en avant lui dans les fautes tables à son manque de temps. Merci à toi, Basto. Olivier, est-ce que tu es d'accord avec Basto? Oui, je partage totalement cette opinion. Il y a eu beaucoup d'interprétations négatives très rapides à la suite d'une lecture sommaire et d'extraits de sa déclaration un peu sortie du contexte, hein. On est très prompt au jour d'aujourd'hui à partir au quart de tour et souvent en fonction de ce qu'on pense du joueur sans véritablement se plonger dans la réalité. Moi, j'ai relu attentivement la déclaration complète. À aucun moment, Pasteur ne manque de respect du club. À aucun moment, il cherche le bras de fer. À aucun moment, il cherche à prendre en otage. Il fait juste un constat. Et en plus, il le fait avec tristesse, en répétant à nouveau son attachement et son déchirement s'il devait quitter le club. Mais qu'est-ce que c'est que ce constat? Bien qu'il est apte actuellement physiquement, il n'est plus aujourd'hui qu'un remplaçant. Devant, il est passé derrière le trio des intouchables et même derrière Di Maria. Au milieu, il est passé derrière Draxler et même Lo Celso maintenant. Et il y a Diarra qui arrive. Bon, il doit jouer pour être dans le groupe pour la Coupe du Monde. C'est quelque chose à laquelle il tient. Il a 27 ans. Sa conclusion n'est rien d'autre que logique dans cette situation-là. Son intérêt sportif est de partir et il l'a dit avec sa simplicité habituelle. Donc je crois qu'on peut être. Moi, je suis surtout triste pour ce joueur qui à cause d'événements essentiellement physiques, est passé à côté d'une très grande carrière. Là, il aurait pu être un joueur vraiment emblématique du club, à l'égal d'un Souzy qui pour moi est l'absolu parce qu'il a toutes ses qualités humaines, jamais il se met en avant, c'est un joueur qui est discret en dehors du terrain et qui pourtant sur le terrain étale des qualités exceptionnelles qui fait que c'est un joueur pour lequel on aime se lever dans une tribune, voilà, et de voir cette fin qui arrive un peu en queue de poisson avec un goût d'inachevé. Moi, c'est vraiment beaucoup, beaucoup de tristesse et j'ai un attachement extrêmement profond pour ce joueur. Merci à toi, Olivier, pour cette belle note d'amour. Tu m'as ému. J'ai les larmes aux yeux. Dryas, assez rapidement, s'il te plaît. Bah, tout pareil que ce que vient de dire Olivier, je suis infiniment d'accord avec lui et j'aimerais me projeter sur ceux qui le critiquent très facilement. Les supporters attendent que les joueurs soient aussi supporters qu'eux, ce qui est jamais exception près. En plus, Ranier est un joueur qui a demain à répéter et montrer son attachement. Les gens ont cherché des trucs et des trucs, c'est critique. Merci à vous, mes amis. On clôt sur ce match contre Montpellier. Merci à vous, mes amis. Et on va parler très rapidement du Real Madrid. Alors, le Real Madrid qui s'est imposé ce week-end contre Valence, un de ses rivaux pour le podium. Il s'est imposé 4-1 quand même.
quand on compare le calendrier, on voit que le PSG va jouer 4 fois à l'extérieur avant de jouer le Real. Le Real, lui, va jouer seulement 2 matchs et un chez eux avant de jouer le PSG chez eux. Est-ce que pour vous, il y a une inquiétude à avoir au niveau des enchaînements de matchs et du calendrier? Olivier, qu'est-ce que tu en penses? Bah déjà, c'est difficile de juger le Real cette année parce qu'il a un parcours extrêmement atypique. Bon, ce qui est inquiétant, c'est le match contre Valence. C'était le match contre un des bons du championnat aujourd'hui. Et on voit que lorsque la barre s'élève, bah, le Real répond présent. Et peut-être qu'il monte un peu en puissance à l'approche du match. Alors, c'est toujours inquiétant, effectivement, les calendriers, parce que Paris va jouer tous les 3 jours. Il va jouer que des matchs à l'extérieur. On sait que si au parc c'est facile, à l'extérieur ça peut l'être un peu moins, d'autant qu'il y a 2 matchs de coupe dans ces 4 matchs. Et on sait aussi que Paris, les années précédentes, a souvent calé parce qu'il y avait des blessures, parce qu'il y avait des indisponibilités. Et on a très peur, malgré la rotation de l'effectif, que ça continue. On voit encore le match dernier, bah, c'est Thiago Silva qui n'a tenu qu'une mi-temps, qui s'est plaint de la cuisse. Draxler qui est sorti en se tenant le dos. Ni l'un ni l'autre ne sont présents dans le groupe qui va jouer le match de demain. Donc voilà, on a très peur que cette équipe, qui est déjà un peu limitée quantitativement dans certains secteurs, soit diminuée pour ce grand rendez-vous, alors que le Real va pouvoir le préparer beaucoup plus facilement du fait qu'il n'a que 2 matchs jusqu'à l'échéance. Merci à toi, Olivier Dreyas. Est-ce que tu es d'accord? Je suis très d'accord, notamment sur la crainte de ces blessures qu'on a toujours fin janvier, début février, tous les années se répètent et les choses se ressemblent. Petite dédicace d'ailleurs qu'Olivier, je suis sûr, préparé à Eric Roland pour le mettre en avant. Effectivement, on a beaucoup de blessés, de zones clés et beaucoup de joueurs qui sont en délicatesse avec leur. Après, sur le fait de faire que des matchs à l'extérieur, au contraire, je trouve que c'est une bonne nouvelle puisque on va Real Madrid à l'extérieur et ça aura l'occasion de nous comparer. C'est-à-dire que si on a des difficultés, on va se mettre à avoir peur et avoir raison parce qu'on va aller là-bas. Après, concernant Real Valence, j'ai vu le match d'un œil, enfin, match, la première en tout cas, la deuxième temps, non. Grosso merdo, le Real a été dominé. Et c'est quelque chose enfin, c'est pareil, nous, on a des fois des gros scores avec des bons scores, etc. Mais dans le jeu, il y a toujours un petit truc qui n'est pas satisfaisant. Chez le Real, c'est pareil, un truc qui n'est pas satisfaisant. Ça se demander si les deux équipes ne sont pas en train d'engager sous la semaine pour ce choc qui arrive. Merci à toi, Dreyas. Basto. Moi, je suis pas inquiet parce que les 4 matchs à l'extérieur, a priori facile. Toulouse est en crise. Lille, c'est une catastrophe dans le jeu. J'ai vu les 2 derniers matchs contre Strasbourg. C'est vraiment le néant total. Il n'y a rien. Il n'y a rien dans cette équipe. Et les 2 autres sont des matchs de coupe et généralement on fait le job sans trop se fatiguer. Je pense que ce sera tout le cas. Maintenant, peut-être la récupération des organismes qui sera un poil plus complexe avec les enchaînements de voyages, mais j'en suis même pas sûr que ça se joue beaucoup. Et le oui, pour revenir sur le Real, ils sont sur la pente, on va dire, de la sortie de crise avec cette victoire à Valence, mais même s'ils sont en sortie de crise, je pense que c'est pas une mauvaise nouvelle pour l'équipe. Ok, merci à vous mes amis. On va parler. J'ai envie de parler d'un petit mouvement dont les membres du Club Paname ont été des acteurs majeurs sur Twitter. Je parle du mouvement Boycott l'équipe qui pointe du doigt les mensonges de ce journal qui vise à déstabiliser le PSG. Comme ils l'ont fait l'an dernier avant la remontada. Daniel Riolo, qui, je cite, a déclaré que l'équipe était au niveau des chiottes anglaises comme The Sun, avec la femme à poil en page 3. J'ai envie de vous demander pourquoi est-ce que ils ont un tel traitement envers le PSG. Dreyas, qu'est-ce que tu en penses? Bah, parce que ça fait vendre. Il y a la déclaration de l'Union qui est essentielle. Je rappelle ce qu'il a dit. Il a dit toutes nos meilleures ventes de 2017 ont été liées au PSG. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a le PSG en couverture, le journal se vend. Parce qu'il y a quelque chose à dire pour répondre à cette question. Non, le dessin est vite fait, ça fait vendre. La majorité de nos lecteurs sont contre Paris. Voilà. Donc il faut publier sur Paris et il faut casser sur le dos. Merci à toi, Dreyas. Basto, est-ce que tu es d'accord? Oui, je suis d'accord. Et puis au-delà du fait que ce soit Paris, je pense que le buzz marche aussi, comme Hanouna. Il y a une deuxième raison. L'équipe est en guerre avec le PSG depuis que Nasser a refusé un interview dans leur journal il y a maintenant plus d'1 an. Et que le PSG communique que via le Parisien. Donc l'équipe est rentrée en guéguerre contre le PSG.
Maintenant, pour revenir au boycott, je pense que ça leur fait plus de la pub qu'autre chose. Plutôt que lancer le mouvement et leur faire de la pub et faire parler d'eux, je pense qu'il faut juste les ignorer, en fait. Juste ne pas en parler. Ah, mais c'est un peu compliqué quand t'as tous tes proches qui te racontent que Neymar, il veut se barrer, qu'il est pas content. Pas grave, tu les ignores, tu les ignores. Ok, merci pour tes conseils, Basto, mais des fois, j'ai envie de taper. Olivier, qu'est-ce que t'en penses, toi? Moi, je crois qu'il y a deux éléments dans ce traitement très défavorable de l'équipe contre le PSG. Il y a des éléments qui tiennent au journal et puis il y a des éléments qui tiennent au club. Alors, ce qui tient au journal, c'est sa position. C'est le seul quotidien français. Donc, il le buzz, il le fait pas en surenchérissant sur les autres quotidiens, il le fait tout seul. Il faut savoir que il est lu plus par des provinciaux que par des Parisiens. Donc, son lectorat est intéressé à ce qu'il y ait des soucis dans le club de Paris. Et puis le club, il a une exposition médiatique extrême. C'est le seul club qui intéresse dans l'Hexagone. Les petites misères des autres clubs n'intéressent pas grand monde, si ce n'est leurs supporters. On voit même un club comme Lyon, dont le président est un spécialiste de la bombe médiatique. Bon, finalement, tout le monde s'en fout de ce que dit Aulas. Et puis, bien entendu, l'équipe est en difficulté économique et on sait bien que tu gagnes plus de sous en critiquant qu'en louangeant. Donc ça, je crois que c'est le contexte lié au quotidien. Et puis, il y a le contexte lié à Paris. Il faut à nouveau pointer par la nullité de la communication du club, qui réagit pas, ou mal, ou souvent trop tard, et dont le seul véritable interlocuteur des médias, c'est Emery, c'est-à-dire celui qui parle le plus mal notre langue et qui souvent est extrêmement maladroit dans la communication, soit qu'il comprend pas bien la question, soit qu'il ne sait pas faire. Et puis, on laisse de l'espace vide, puisqu'on ne répond pas, on laisse se développer les choses. Et je soulignerai aussi ce que l'a dit Basto, c'est-à-dire qu'on a fait, à mon avis, la bêtise d'entrer en guerre contre l'équipe en le snobant et en privilégiant le Parisien. Donc je crois que les torts sont un peu partagés, le club a sa responsabilité, même si le traitement de l'équipe est absolument scandaleux. Mais bon, moi je suis un vieux lecteur de l'équipe et je ne suis pas surpris d'un quotidien qui a été capable de taper sur son équipe nationale, organisant sa Coupe du Monde et de souhaiter sa défaite jusqu'à la finale. Donc, ils sont coutumiers du fait et on ne peut pas espérer beaucoup d'autres choses de ces gens-là. Merci à toi, Olivier. Du coup, j'ai envie de vous poser la question. Le PSG il choisit souvent le silence, enfin même tout le temps, plutôt que par exemple de les attaquer en diffamation. Est-ce que pour vous c'est une bonne communication du PSG, comme dit Basto, de les ignorer, ou alors est-ce qu'il faut les attaquer et peut-être leur faire un peu de la pub? Je sais pas, Basto, qu'est-ce que t'en penses? Moi, je dis pas que c'est le PSG qui doit les ignorer, je dis que c'est nous, au lieu de lancer le mouvement boycott l'équipe, juste ne pas en parler, ne pas les acheter si on n'est pas content. Maintenant, absolument pas, le PSG ne doit pas rentrer en diffamation, les attaquer en diffamation. Je pense au contraire qu'il faut essayer de résoudre cette guerre qui est un peu futile et si on continue cette guerre, ça ne résoudra rien, bien au contraire. Donc, essayer de renouer le dialogue avec eux, même si ça peut faire un peu mal à l'ego, mais je pense que c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Merci à toi, Basto. Olivier, est-ce que tu es d'accord avec ça? Attaqué en diffamation, mais la liberté de la presse dans des pays démocratiques comme le nôtre donne un droit quasiment absolu aux journaux. Tu ne peux jamais gagner un combat comme ça, surtout pour des informations qui sont des informations un peu futiles. Et puis rentrer dans le jeu de la polémique, bah, tu rentres dans leur jeu à eux, qui vont passer des réponses ou contre-réponses. Et de toute façon, le média, c'est eux qui le maîtrisent. Ils auront toujours le dernier mot. Non, la seule vraie solution, comme l'a dit Basto, c'est se structurer sur le plan de la communication, anticiper, désamorcer, dialoguer. Il n'y a que comme ça, il y a que la solution, le club là, il n'aura pas la solution pour empêcher ça, mais il aura la solution probablement s'il décide de s'attaquer véritablement à la communication, il aura la solution pour amortir le choc. Merci à toi, Olivier. Drayas. Sur la diffamation, sur pas. Il y a quand Voici était en vogue, disant pour chaque papier, ils avaient un budget procès. C'est-à-dire que, grosso merdo, leur vente leur apportait plus d'argent que la diffamation, et en plus de ça, ça ferait prendre le risque de pas le grand méchant loup qui attaque le petit journal, qui essaye de survivre et pourrait jouer avec leur. Mais pareil qu'Olivier, je pourrais dire sur la communication, tout à l'heure, il nommait Olas qui nous répile, à juste titre, mais regarde ce qui se passe par rapport à l'équipe lyonnaise. L'équipe lyonnaise est dans une relative sérénité. Chaque défaite est assumée par Olas en externe, et ça passe. On a eu Léo. Léo nous manque cruellement. On a récupéré un de
Montero est peut-être très compétent pour les transferts, mais ne faudrait-il pas découper le rôle de directeur sportif en deux, un responsable et un responsable de l'image? Je sais pas, mais ça manque clairement d'une grande gueule, quoi. Et il faut aussi parler que la communication si on parle de la communication, il faut aussi parler de la communication en interne, avec la crise des retards, où tu as Pastore qui, quelques jours après, déclare: j'ai prévenu le club et j'ai donné la raison, et Emery qui, de supposer auquel Pastore aurait prévenu, déclare effectivement ils vont être en retard. Je ne sais pas pourquoi, j'attends d'avoir les informations des joueurs. Enfin, il y a des problèmes de communication interne, il y a des problèmes de communication externe. Et contrer l'équipe, c'est simple, il suffit d'avoir une grande gueule. Un Léo bis, peut-être pas aussi bon que Léo, parce qu'un Léo, il n'y en a pas deux, mais quelqu'un qui parle, qui est là pour assumer une partie de la pression du club, pour relâcher un petit peu le club par rapport à toutes ces pressions externes qui ressortent de l'équipe. Merci à vous, mes amis, pour votre avis sur ce boycott l'équipe. Et on va terminer ce podcast par parler du match de demain contre Rennes, demi-finale de la Coupe de la Ligue. Du coup, je vais vous demander un petit mot très rapide sur le match, ainsi qu'un pronostic. Tout ça en un seul coup. Olivier, qu'est-ce que tu as à me dire, plus ton pronostic? En 2 matchs sur sa pelouse, contre nous, Rennes a pris 4 buts en championnat, 6 en Coupe de France, et à chaque fois en montrant un visage totalement résigné. Bon, son parcours depuis ces événements n'est pas mirobolant, il alterne victoire et défaite. Il en a pris 3 à domicile contre l'OM, donc je ne les vois pas être capables de se sublimer, d'avoir un esprit coupe dans ce match, tellement la différence est importante. Moi, je pronostique 4-0 pour nous. Merci à toi, Olivier Draillasigno. Alors, je vois bien Rennes en mode bon, cette fois on se venge. Ah non, merde, c'est Paris. Grosso merdo, la mouchi, pas la fête du slip, et je vois un 3-0. Merci à toi, Draillass. Basto. Moi, j'espère juste un match aussi tranquille que deux derniers contre cette équipe. Et je vois un petit 4-1. Merci à vous, mes amis. C'est ainsi que se clôt ce podcast avec beaucoup d'amour dedans. Je vous remercie pour vos analyses. Mes amis, ça me fait très plaisir de vous avoir écouté. Draillass, merci. Merci à toi, Jimmy. Ciao. Basto, merci. Merci à vous. Et Olivier. Merci à tous les trois. Merci à vous, mes amis. Je vous invite à passer sur notre site leclubpaname.fr, à parler avec nous en commentaire, à débattre. Ça nous fera vraiment très plaisir. Et puis, je vous souhaite une bonne soirée. Et merci à vous pour avoir écouté ce podcast. Salut. Ciao. Salut.